Aujourd'hui, sur les factures électroniques, vous avez finalement 3 procédés. Vous avez 2 procédés qui sont propres à la facture électronique, que sont la signature électronique qualifiée et le dit fiscal. Et puis vous avez la piste d'audit facture qui concerne donc les factures papier et toutes les factures électroniques qui ne répondent pas aux 2 yeux de système que sont la signature et certificat qualifié ou les factures transmises sous format EDI conforme à la législation fiscale. Donc pour tout l'ensemble, c'est-à-dire quand même un volume important de factures, vous devez assurer la piste d'audit. Alors nous, quand on a analysé les bulletins du BOFIP d'octobre 2013, et donc on a analysé l'impact que ça allait avoir sur nos clients. Donc clairement, nous, ITsoft, on est positionné sur la dématérialisation historiquement de factures beaucoup papier. Donc la grande majorité de nos clients a des factures papier. Et la nouveauté de ces BOFIP de 2013, c'était aussi d'imposer la piste d'audit sur les factures papier. Finalement, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, du jour au lendemain, ils ont besoin d'avoir une piste d'audit. La bonne nouvelle, c'est que finalement, nos clients utilisent nos solutions pour automatiser le traitement de leurs factures. Et l'objectif d'automatiser le traitement des factures, notamment d'automatiser entièrement, c'est de valider lorsqu'on reçoit une facture que cette facture correspond à un bon de commande s'il existe, ou en tout cas à une livraison qui a été effectuée. Donc clairement, l'objectif des solutions ITsoft, en automatisant le traitement des factures, c'est d'aider à nos clients à vérifier si une facture correspond à une véritable livraison de biens ou de services. Donc en gros, du jour au lendemain, finalement, on s'aperçoit que nos clients qui sont équipés et qui ont automatisé les processus avec les solutions ITsoft devraient être capables, moyennant peu d'efforts, de documenter leur piste d'audit, c'est-à-dire la façon dont, effectivement, ils font tous ces contrôles. Dans l'esprit, ce que demandent avec la piste d'audit les vérificateurs de l'administration fiscale, c'est de prouver, puis il y a une notion de... Il faut le convaincre, en fait, c'est un peu ça l'idée, parce qu'il ne nous dit pas véritablement comment, mais il nous dit essayez de me convaincre que vous faites des contrôles de façon systématique et que lorsque vous recevez une facture, vous vérifiez bien que ça correspond à une commande et ça correspond bien à un bien ou service que vous avez reçu. Donc finalement, nous, on a beaucoup évangélisé nos clients en leur disant le degré d'urgence. En termes de produits, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Finalement, on s'est déjà posé une première question qui est celle de la vérification des mentions obligatoires, puisque finalement, on avait, alors pour ceux qui connaissent les solutions ITsoft, on est passé d'une architecture plutôt client léger, client lourd à une architecture client léger. On a porté un certain nombre de contrôles. Et je dois dire que nos clients n'utilisaient pas de façon systématique, par exemple, la vérification des mentions obligatoires. Donc, lorsqu'on est passé en client léger, un des impacts de cette réglementation, ça a été de mettre un peu une urgence sur notre architecture client léger, notamment nos contrôles automatiques et manuels de vérification des mentions légales. Donc aujourd'hui, nos clients sont équipés, sont en capacité de vérifier de façon systématique, notamment la présence des mentions obligatoires sur toutes les factures. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, donc, les clients qui sont équipés qui reçoivent des factures papier et qui sont équipés des solutions ITsoft, normalement, ont les outils qui leur permettent de vérifier de façon systématique et ils peuvent le documenter, le montrer aux vérificateurs qu'ils ont mis en place ces contrôles. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'avec cette nouvelle réglementation, la même piste d'audit peut être réutilisée notamment pour recevoir des PDF non signés. Puisque avant, finalement, on avait d'un côté des factures papier, et puis les factures PDF devaient être soit signées, soit... Ça, c'est pas nouveau, hein, les PDF signés. En revanche, lorsqu'on recevait un PDF simple, on ne savait pas trop quoi en faire, parce que finalement, c'était pas un original papier. Alors certains de nos clients, enfin je dirais pas lesquels, mais enfin imprimer le PDF en papier et puis après le numériser, et puis du coup ça faisait presque un original papier. Donc du coup on s'est dit là aussi on peut aider nos clients à faciliter en fait le traitement de leurs factures, puisque avant ils les recevaient en papier, ils n'osaient pas les recevoir en PDF simple. Grâce à cette réglementation, on peut leur fournir des outils qui vont leur permettre de recevoir directement des factures électroniques en PDF simple et de les intégrer directement dans la chaîne. Donc sans faire de publicité trop pour nos outils, donc c'est notamment l'objectif de la capture mail qui permet de recevoir, capture mail ou capture répertoire, qui permet de déposer ou de recevoir par mail des PDF simples et de les intégrer dans la chaîne ITsoft et de leur appliquer exactement les mêmes contrôles qu'une image qui serait issue d'un document numérisé.
Donc, de toute façon, la piste d'audit, vous êtes obligé de la mettre en œuvre pour les documents papier. Si vous la mis en œuvre pour les documents papier, donc les documents numérisés, elle est immédiatement disponible et vous pouvez, du jour au lendemain, demander à vos fournisseurs, si ça vous arrange, de vous envoyer des documents directement en PDF, ce qui vous évite de manipuler du papier, qui est toujours coûteux, ainsi que les tâches de numérisation, etc. Donc vous avez, grâce à l'architecture omnicanal des solutions ITsoft, la possibilité de recevoir des factures sous différents formats. Alors, si la question c'est effectivement quels sont les choix opérés entre les trois voies autorisées, je dirais que tant que vous recevez encore du papier, de toute façon vous devez avoir votre piste d'audit, donc vous pouvez réutiliser cette piste d'audit papier pour recevoir des documents PDF non signés. Ça peut simplifier le processus aussi, de savoir que si on a une piste d'audit, on peut aussi l'utiliser dans le cas d'un EDI qui n'est pas fiscal. Donc on voit là tout l'intérêt d'utiliser la piste d'audit à la fois pour le papier, du PDF non signé et pour de l'EDI non fiscal. Vous savez, sur la facturation électronique, on en parle depuis un moment avec Thibault. Il y a un an de ça encore, personne n'envisageait d'envoyer des factures PDF. Tout le monde disait « oh là là, c'est mes procès ». J'ai eu le sentiment aujourd'hui qu'il y a eu une sorte de révolution, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se posent la question finalement de se dire bah, puisque c'est la même chose, moi j'ai tout intérêt à envoyer des factures PDF. Et j'ai de plus en plus de clients qui m'appellent en me disant « Jean-François, il y a un client qui m'envoie des factures PDF, qu'est-ce que j'en fais ?» Lui, c'est parce qu'il n'est pas venu aux conférences, mais donc on voit que ce phénomène en fait est en train de se passer, qu'on va plus vers de la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on a plus en plus de factures envoyées sous forme PDF, par mail, mis à disposition sur des sites, etc. Pourquoi aller contre ça, quoi? Sur les voies 2 et 3, je vais vous donner peut-être quelques compléments d'information. Bonjour, donc on va parler des voies 2 et 3. La première voie, c'est la voie 2, c'est ce qu'on appelle le PDF signé. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit le cabinet Fidal parce que c'est très important. Quand on parle d'un PDF signé, on ne parle pas d'un document papier qu'on a numérisé pour en faire un PDF. À partir du moment où c'est un document que l'on numérise dans un scanner pour en faire un PDF, l'original reste le papier. Donc quand on parle de PDF signé, on parle d'un PDF qui est généré par le système d'information de votre société. Ça, c'est très important parce que ça change tout. La signature qualifiée, c'est quoi? C'est une signature qui est générée par une autorité et qui peut être vérifiée, en fait, et on peut vérifier, on peut remonter, on peut tracer cette signature jusqu'en haut. Comment ça fonctionne? Vous voulez avoir une signature qualifiée, qu'est-ce que vous avez? En fait, vous demandez, donc vous achetez une signature électronique et elle va arriver chez vous sous la forme d'une petite clé USB, d'une puce, d'un format ce qu'on appelle un support cryptographique. C'est cette puce qui contient votre certificat qui va permettre de signer le PDF. Il y a deux types de certificats. Il y a le certificat qualifié et il y a le certificat caché serveur 2 étoiles. On va vous expliquer un peu les deux. Le certificat qualifié qui est utilisé, en fait, si je devais résumer, à chaque fois que vous envoyez une facture, vous devez saisir un PIN code à la main pour dire « voilà, j'autorise la facture à partir en PDF ». Quand vous utilisez le PIN code, ça va automatiquement signer le PDF, c'est-à-dire rajouter quelque chose dans le PDF qui va être une signature, ça veut dire que ça va analyser le PDF, ligne par ligne, donnée par donnée, et ça va créer une signature basée sur l'ensemble des données. Si on change une virgule dans le document, si on change un point dans le document, la signature, elle change complètement, c'est plus du tout la même. Donc ça sécurise complètement le PDF. Deuxième solution, on peut faire de la signature par lot, parce que vous imaginez bien que dans des grosses sociétés, quand vous avez 800, 1000, 2000 factures à signer, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va passer toutes les secondes, rentrer son PIN code pendant 2000 fois pour l'obtenir. Donc on peut faire de la signature par lot. Cette signature par lot, elle est supportée par ce qu'on appelle un cachet serveur 2 étoiles. Donc c'est un processus spécifique où là, vous rentrez une fois votre PIN code ou vous le saisissez dans votre système d'information et automatiquement, toutes les factures seront signées sans intervention humaine. Le PDF signé, il sert dans quel cas? Il sert en fait essentiellement quand on peut imaginer qu'on a des gros donneurs d'ordre et des toutes petites sociétés. L'intérêt du gros donneur d'ordre, c'est de vouloir automatiser ses process, de pouvoir supprimer son papier et de pouvoir archiver de façon électronique ses documents. Donc lui, il va vouloir s'orienter vers une solution électronique. En face de lui, le petit partenaire, lui, il n'a pas les moyens de mettre en place une solution EDI. À la limite, il souhaite continuer à recevoir du papier. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc, l'intérêt de ce PDF signé, c'est que côté donneur d'ordre, le donneur d'ordre, lui, il va générer ses PDF, il va les signer, il va les envoyer à ses petits fournisseurs. Le petit fournisseur, lui, il n'a qu'une opération à faire, c'est vérifier que la signature est correcte.
dans tous les browsers PDF que vous avez, vous pouvez vérifier que la signature est cohérente. C'est-à-dire vous avez la clé publique et le PDF va être recalculé automatiquement. Il va vous dire, voilà, la facture, elle est conforme, elle n'est pas conforme. À partir du moment où elle est conforme, le petit artisan doit archiver cette facture puisque ça reste un original. Donc, comme une facture papier, elle doit être archivée. On va en reparler après. Et ensuite, il peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que si lui, il préfère avoir le papier pour travailler dessus parce qu'il en a besoin, tant qu'il conserve l'original électronique, il peut imprimer le papier, il peut en faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc, avantage pour la grosse société, elle a une gestion automatique de ses process, une gestion électronique de ses process, un archivage électronique. Avantage de la petite société qui est en face, finalement, elle n'est pas obligée d'investir dans un système lourd pour comprendre les factures. Ouais, juste pour compléter, c'est vrai qu'on associe souvent la signature électronique au PDF, mais ce n'est pas le PDF signé électroniquement, la réglementation. Hein. C'est l'utilisation d'une signature électronique pour signer un document. D'accord ? Et aujourd'hui, au sens de la directive européenne, est considéré comme facture tout support qui contient l'ensemble des éléments devant constituer une facture. C'est-à-dire que n'importe quel format que je reçois, qui contient tous les éléments qui doivent être portés sur une facture, doit être considéré comme une facture. La facture ne se définit pas par rapport au format, mais par rapport à son contenu. Donc le DI, c'est quoi déjà? C'est un fichier structuré. Donc structuré, c'est important. Si vous imaginez un fichier Word avec une facture, ce n'est pas structuré parce que l'ordinateur ne peut pas comprendre la facture. Vous pouvez mettre n'importe quoi, l'ordinateur, naturellement, il va avoir besoin d'un outil d'analyse pour trouver ce que c'est. Quand on parle de structuré, on sait qu'il y a des règles, on peut mettre en place des règles qui disent à telle ligne il y a ça, à telle ligne il y a ça, à telle ligne il y a ça. Donc on peut retrouver la facture. En général, il est entre sociétés de même taille ou de taille relativement équivalente qui gèrent un grand nombre de lignes de facture, puisque l'intérêt, c'est d'automatiser l'intégration de ces lignes de facture. Dans le DI, il y a exactement les mêmes données que les données obligatoires sur la facture papier. Donc tout à l'heure, on parlait des données légales qu'il fallait vérifier. Les factures légales de la facture papier dont parlait le cabinet fiscal tout à l'heure doivent se retrouver exactement de la même façon dans le DI. Cet EDI, il peut être transmis donc par voie électronique. Là, quasiment toutes les voies de transfert sont autorisées. Il doit être archivé. Donc, de la même façon que la facture papier, que le PDF signé, on doit mettre en place une solution d'archivage de ce fichier EDI. Quand on parle archivage, on ne parle pas du fichier qui sort du système d'information, on parle du fichier qui sort du traducteur EDI. L'original, c'est ce qui sort du traducteur, ce n'est pas ce qui sort de votre système d'information. C'est lui qui fait foi au regard de l'administration fiscale. Cet archivage, il va s'accompagner d'un certain nombre de contraintes. Alors avant, jusqu'à il y a quelques années, on devait déclarer ces contraintes à l'administration fiscale. Aujourd'hui, l'administration fiscale considère que quand on dit qu'on possède une solution, c'est suffisant, on doit juste la présenter au moment d'un contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on doit archiver? On doit archiver 3 choses. La première chose qu'on doit archiver, c'est le document EDI dont je parle, fichier structuré qui sort du système d'information. La deuxième chose qu'on doit archiver, c'est la liste des partenaires. La liste des partenaires, c'est quoi? C'est un fichier récapitulatif qui dit à telle date, j'ai commencé à faire de l'EDI avec un fournisseur. Alors vous allez me dire quelquefois, il y a une facture, on est en EDI avec un fournisseur ou avec un client, et puis quelquefois il y a une facture qui passe en papier pour une raison X ou Y. C'est pas grave. C'est un système global, c'est-à-dire que si de temps en temps, dans l'exception, il y a une facture papier qui passe, typiquement une facture de prototype, une facture exceptionnelle, une facture qu'on ne peut pas maîtriser et qu'elle passe en papier, c'est quand même autorisé par l'administration fiscale, bien entendu. On n'est pas obligé de faire de l'EDI à 100%. Le troisième document qu'il faut archiver, c'est le fichier récapitulatif des factures émises. Donc c'est un fichier qui doit être généré au fil de l'eau, ça c'est propre à la France, hein, c'est franco-français ces deux archivages, qui doit être archivé au fil de l'eau par le système d'information qui crée la facture, donc par le système EDI. Il va créer ce document au fil de l'eau et il va l'archiver de façon numérique également. Et il doit être mis à la disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver des choses relativement communes, l'émetteur de la facture, le destinataire de la facture, le montant, la TVA, enfin un certain nombre d'informations comme ça qui permettent à l'administration de faire un rapprochement. Ce système-là, c'est votre système EDI qui le fait en automatique. Donc, quelque part, quand vous achetez un EDI pour faire de l'EDI fiscal, c'est prévu dans le système quand vous l'achetez. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. En France, tous les systèmes EDI offrent une solution d'archivage fiscal.